Bonjour à tous, bienvenue pour ce second rendez-vous en compagnie de Pierre Sabatier. Bonjour Pierre, Bonjour Stéphane. tout va bien? Très bien, très bien. Ravi de vous retrouver. Bon, alors aujourd'hui on ne va pas parler trop de macroéconomie, on va plus s'interroger sur la microéconomie, et notamment sur la saison des publications des résultats du premier trimestre 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont bons ces résultats? Et ils sont plus que bons, ils sont fantastiques. C'est-à-dire qu'on est en plein, aujourd'hui, en pleine saison de publication de résultats pour le premier trimestre de l'année 2021. Alors en Europe, ils sont bons, c'est plutôt rare, donc voilà, on va dire il faut s'en satisfaire. On est aujourd'hui, on doit attendre sur l'ensemble de l'année à peu près 40% de hausse des bénéfices. Alors vous me direz qu'on a beaucoup baissé l'année dernière, on était à moins 30, mais plus 40, c'est quand même un bon score et c'est surtout un score beaucoup plus élevé que ce qu'attendaient jusqu'à maintenant les gens qui anticipent les résultats des entreprises. D'accord, ce n'est pas simplement un effet de base alors. Il n'y a pas qu'un effet de base, enfin il y a un effet de base évidemment très puissant, mais surtout on est dans un moment durant lequel en fait les surprises positives sont très nombreuses. C'est-à-dire que les entreprises font preuve d'une résistance, d'une capacité à rebondir beaucoup plus importante que ce qu'on attendait initialement. Donc ça c'est un élément très favorable en Europe et encore plus aux États-Unis où là pour le coup on bat tous les records. Tous les records depuis 20 ans, on attend pour les croissances bénéficiaires, juste pour que vous ayez conscience des chiffres, plus 50% de croissance bénéficiaire par rapport au premier trimestre de l'année 2020. Donc c'est incroyable et c'est incroyablement supérieur à ce qu'on attendait. Il n'y a pas plus tard qu'il y a à peu près un mois, on attendait plus 25. On est à plus 50. Donc là, pour le coup, on est vraiment face à une saison de publication de résultats qui est très, très, très positive, fantastique, unique, presque dans l'histoire, aussi loin qu'on puisse remonter. D'accord. Et ces résultats, alors, ils sont homogènes sur l'ensemble des secteurs ou il y a des secteurs qui finalement lead un peu les autres, surperforment? Alors on a un peu de tout. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y en a évidemment les secteurs qui ont les plus souffert l'année dernière sont ceux qui affichent les plus grandes performances. Aujourd'hui, les plus grandes performances ne parlent pas boursier, alors on parle bien bénéficiaire. Donc on pense à qui? On pense à tout ce qui est consommation cyclique. L'automobile, enfin qui s'était arrêté forcément. Là véritablement, on constate et déjà on récolte les fruits du rebond de la consommation des ménages. Alors certes, c'est un peu moins vrai en Europe, c'est encore un peu plus vrai aux États-Unis parce qu'il y a un effet retard, notamment en termes de stratégie de vaccination, de reprise de la consommation des ménages. Mais on constate véritablement un boom sur les croissances bénéficiaires de tous les secteurs qui ont été très en retard. Donc on pense donc essentiellement à la consommation cyclique. On a aussi les financières, les bancaires. Ça rattrape? Énormément. Donc, effectivement, l'année dernière, ils avaient affiché des chiffres qui étaient relativement dégradés. Aujourd'hui, alors, il y a une raison à cela. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir si les très bons chiffres des croissances bénéficiaires des banques, c'est essentiellement parce qu'ils avaient beaucoup provisionné. Vous savez que lorsqu'on est une banque, vous prêtez de l'argent, donc les banques viennent vous prêter. Donc, c'est réintégré dans... Exactement. Et du coup, les banques avaient été très prudentes par rapport à l'année dernière, avaient anticipé en fait des grosses pertes donc, sur les prêts qu'elles avaient effectués. Donc là, elles sont en train de les récupérer, de les répercuter. Donc là, très, très bon comportement en fait, du secteur bancaire, mais aussi tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui a bien fonctionné en 2020 continue de bien performer. Les technos, ça donne quoi? Le secteur de la santé, oui, et les technos aussi. C'est-à-dire que toujours continue de caracoler et d'afficher en fait des croissances bénéficiaires fantastiques. On est à 30% sur Apple. Incroyable. Donc effectivement, là pour le coup, on est vraiment face à des secteurs et des entreprises qui montrent la résilience de leur modèle économique. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, dans le monde du milieu et dans le monde d'après, elles continuent d'afficher en fait la robustesse de leur modèle économique et du coup les chiffres qu'elles publient aujourd'hui sont de manière assez surprenante, il faut quand même l'avouer, en fait assez fantastiques. Bon, alors tu me tends la perche, les chiffres passés sont géniaux, mais bon, l'expérience m'a permis d'apprendre qu'il ne fallait pas acheter ce qui vient de se passer, mais ce qui va se passer demain. Donc, les perspectives bénéficiaires de ces secteurs, de ces entreprises, quelles sont-elles? Alors tu as raison, effectivement, on n'achète pas en fait une action pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle va faire. Et donc en termes de perspective, on va dire il y a deux dimensions. Il y a la dimension du reste de l'année, et la restera très bonne. C'est-à-dire qu'il y a déjà, pour une raison toute simple, il y a un effet de base très positif l'année dernière. C'est-à-dire que la crise sanitaire, elle ne s'est pas passée qu'au premier trimestre ou à la fin du premier trimestre 2020, elle a duré. Et donc les confinements ont fait qu'il y a un retard qui a été pris, qui va continuer d'être rattrapé tout au long de l'année. Donc le deuxième trimestre sera très bon, probablement le deuxième semestre de l'année 2021 sera très bon. En Europe, où là, pour le coup, en plus, les déconfinements ne vont faire qu'arriver. Donc là, on va toucher les fruits au cours du second semestre, en fait, plutôt en Europe. Et aux États-Unis, ça va continuer. Donc on a, sur la fin d'année, des perspectives bénéficiaires qui vont rester un moteur favorable, en tout cas un vecteur d'optimisme sur l'ensemble du tissu entrepreneurial, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Par contre, un bémol pour les années qui suivent. Vous savez, quand on achète ce qui va se passer, on n'achète évidemment pas le premier trimestre qui vient de se terminer, mais on n'achète quand même pas 2021, que 2022. Voilà, que le deuxième trimestre ou la fin d'année. On achète aussi les années qui suivent. Et là, pour le coup, on a un doute. On a un doute parce qu'on estime que les analystes font preuve probablement d'un surcroît d'optimisme
par rapport aux années passées. Et la croissance bénéficiaire de long terme attendue aux États-Unis, c'est plus 15% sur longue période. Comme si on était capable de faire plus 15% de croissance bénéficiaire chaque année. En vitesse de croisière. Voilà, en vitesse de croisière. Or là, je pense qu'il y a un petit bémol à poser, à savoir qu'il y a une grosse partie de la croissance bénéficiaire qui vient de l'effet de base. En gros, la crise qu'on a vécue l'année dernière, qu'on éponge. Les États-Unis auront mis 1 an pour l'effacer. L'Europe va mettre probablement 2 ans pour l'effacer. Mais après, les croissances bénéficiaires qui suivent, elles seront très connectées aux croissances potentielles de nos pays. Et là, il ne faut pas quand même oublier d'où on vient. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel, juste avant la crise sanitaire, on avait plutôt tendance à subir des niveaux de croissance qui étaient en baisse. Un potentiel de croissance faible, un potentiel de croissance plus faible. faible. La démographie. La démographie, le vieillissement, on pourrait y revenir en fait, si tu le souhaites, en fait, dans un épisode futur. Mais donc, en gros, les perspectives, on est sur un momentum qui va rester favorable jusqu'à la fin d'année. Attention, 2022-2023, il y a probablement trop d'optimisme de la part des analystes financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, un potentiel de déception qui pourra arriver lorsqu'on va se rapprocher de la fin de l'année. Alors, ce qui m'intéresse aussi, moi, beaucoup, c'est finalement l'évolution qu'on peut anticiper sur les marchés financiers et notamment les perspectives boursières. C'est un sujet primordial pour nous qui accompagnons nos clients dans la gestion de leur portefeuille. Aujourd'hui, quand on regarde le marché, on voit des niveaux de valorisation sur certains segments de marché qui correspondent à des valorisations finalement de fin de cycle. On a l'impression que tout est relativement cher. Et sur les fonds qu'on a en portefeuille, en tout cas sur certains fonds, on voit depuis maintenant quelques semaines une augmentation des poches de liquidité ou la mise en place de couvertures. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le moment est bienvenu. Alors, c'est peut-être compliqué à comprendre pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent. Ce que tu évoques là, c'est qu'au final, on vient de décrire quoi? Un monde dans lequel la macroéconomie se porte mieux et va mieux se porter. Et on le sait, et ça va continuer. Un monde dans lequel la microéconomie se porte mieux et va continuer à mieux se porter. Et on vous dit quoi? On vous dit, attention, les marchés financiers vont peut-être pas continuer en fait, sur leur tendance haussière, comme ça a été le cas au cours de l'année qui vient de s'écouler. Eh bien, on souscrit en fait à cette position. C'est-à-dire que pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait, jusqu'à maintenant, on était sur une tendance qui, à moyen terme, sur les marchés actions notamment, était haussière, foncièrement haussière depuis maintenant de très nombreux mois. Eh bien là, on va commencer pas à devenir négatif, pas à devenir trop prudent, mais on va quitter finalement cette tendance haussière pour nous, pour plutôt penser qu'à horizon 6 mois, on sera sur des marchés qui se seront stabilisés, qui ne vont pas continuer à monter. Pourquoi? Parce que la question qu'il faut se poser sur les marchés financiers, c'est qu'est-ce qui est déjà intégré dans les cours boursiers? Est-ce que ces bonnes et voire même très bonnes nouvelles qu'on vient de décrire jusque-là sont déjà intégrées dans les cours boursiers? Eh bien, aujourd'hui, on a... C'est le cas ou pas? Alors, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'une très bonne partie en fait, de ces bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans les cours boursiers. Lorsqu'on regarde les niveaux de valorisation, en gros, combien d'années de bénéfices les investisseurs sont prêts à acheter les actions, on est sur des tops historiques, premièrement. Mais lorsqu'on regarde les rendements aussi, vous achetez une action donc en espérant que la boîte va créer plus de valeur demain qu'aujourd'hui, donc faire une plus-value, mais vous l'achetez aussi pour les dividendes qu'elle verse. Et lorsqu'on regarde les niveaux de dividendes qui sont versés aujourd'hui, pour justifier des niveaux de cours donc, actuels, il faudrait des hausses de dividendes qui atteignent 40% supplémentaires par rapport à ce que les entreprises versent aujourd'hui. C'est énorme. 40% de plus, ça voudrait dire que, prenons l'exemple du CAC 40, il faudrait que les dividendes du CAC 40 atteignent 60 milliards d'euros versés annuellement, alors même qu'en 2019, sur l'année durant laquelle en fait, on était vraiment sur un top de dividendes versés, on avait atteint au max 50 milliards d'euros. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anticipations, enfin, ce qu'il faudrait en termes de croissance bénéficiaire et de distribution de dividendes demain pour justifier des cours actuels nous paraît quand même très agressif. C'est une des raisons pour laquelle, effectivement, on peut revivre finalement une nouvelle ère de déconnexion. Qu'est-ce qui vient de s'écouler pendant un an? Une déconnexion très forte entre des marchés financiers très très bien orientés, alors qu'on avait de la macro et de la micro qui étaient mal orientés. Bien, tout le monde on a parlé de cette déconnexion entre marché financier et économie réelle, en pointant du doigt le fait que les marchés financiers... Mais non, en réalité, ça traduisait une simple chose, le fait que les investisseurs achètent ce qui va se passer. Tout le monde achète la lumière, là. Exactement, et donc tout le monde a acheté cette lumière très tôt. Et donc les marchés actions l'ont déjà bien anticipé. Eh bien, j'ai peur aujourd'hui que maintenant les investisseurs soient dans le temps d'après. Et le temps d'après, c'est au-delà de ce qu'on vient de décrire, donc le rebond économique et le rebond de la profitabilité des boîtes, eh bien, le temps de la stabilité ou de la stabilisation qui sera probablement, en fait, en gros, notre environnement de marché durant l'année 2022. D'accord, donc je te sens plutôt neutre, là, maintenant, sur les marchés actions de manière générale. C'est ça. C'est ça. On a quitté notre optimisme, en gros, foncier, on va dire, au cours des derniers mois, et on redevient en fait plus prudent. Ok. Alors, ça, c'est parfait. Moi, j'ai une autre question parce qu'on a aussi des clients qui sont sensibles à la fluctuation de leur portefeuille. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende dans les mois, dans les semestres qui viennent, à de nouveaux épisodes de volatilité, de fluctuations fortes des marchés financiers?
Alors, premièrement, déjà, on est sur des marchés chers. Ça, c'était le préalable, on vient d'en parler. Niveau de volatilité, c'est pas pour ça que ça va baisser. C'est pas pour ça que ça a baissé. Hein. Donc, cher. Et d'ailleurs, on est haut. Voilà, exactement. Donc, et malheureusement, quand on est haut, on est susceptible de commencer à avoir le vertige. C'est un petit peu là, c'est un petit peu ça en fait l'image qu'il faut avoir. Donc sur la volatilité, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui l'état des marchés, la sensibilité des marchés et des investisseurs aux bonnes nouvelles, ça me nuise de plus en plus. C'est-à-dire qu'en dépit des très bonnes nouvelles, les marchés font plus rien. C'est le calme plat depuis un mois, rien ne s'est passé, rien ne se passe. Donc, c'est le calme plat. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on pourrait avoir de la volatilité? C'est parce que les investisseurs ont été habitués depuis un certain nombre de trimestres à être alimentés plutôt par des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, on a quoi devant nous? Eh bien, on a quelques facteurs qui ne sont pas bien intégrés par le marché. Premièrement, et ça, on ne le pointe pas assez du doigt, il faut quand même avoir en tête qu'au cours des derniers mois, on a eu une augmentation très forte des coûts de production pour les entreprises. Les matières premières ont monté, les frais de transport ont monté, c'est le transport maritime, ça a explosé en termes de coûts de transport. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est face à une inflation des coûts de production rapide et de grande ampleur. Attention, traditionnellement, c'est déjà arrivé dans le passé, lorsque vous êtes une entreprise, vous n'êtes pas sur les marchés financiers où vous pouvez déboucler un portefeuille. C'est-à-dire que vous prenez des décisions d'investissement, donc de stockage, etc., qui sont, on va dire, vous êtes un paquebot, vous n'êtes pas un hors-bord. Et donc le fait que cette inflation des coûts de production aille très vite, ça peut avoir un impact demain et générer des déceptions sur un certain nombre de secteurs d'activité dans les trimestres à venir. Ça, c'est le premier point. Voilà, plutôt microéconomie, voilà, sur quelques secteurs et des boîtes qui peuvent dérailler parce que les coûts de production ont trop augmenté et leur modèle économique ne leur permettait pas d'y résister. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les tensions géopolitiques. Hein. Quand même, là aussi, ce n'est pas du tout dans le marché. Les gens ont acheté quoi? Quand Biden a été élu à la place de Trump, on a acheté finalement tout ce qu'a fait Trump va disparaître. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Biden, très vite, et on l'avait déjà dit ensemble, ça ne change rien quant aux tensions qui existent, notamment entre les États-Unis et la Chine. Et au cours des derniers jours, des dernières semaines, en fait, ces tensions continuent de monter. Et il y a une vraie poursuite de la politique américaine? Oui, alors, pas sous les mêmes formes, la diplomatie change, mais le fond ne change pas, à savoir que la Chine est pointée du doigt. Et attention, Biden, derrière lui, maintenant, commence à créer une dynamique, puisqu'on voit que l'Europe est en train de s'y mettre aussi. Donc attention, tension géopolitique, là aussi, ce n'est pas dans le marché, les investisseurs ne sont pas prêts à réentendre finalement ces tensions donc, et les conséquences que ça pourrait avoir sur l'économie de ces pays, l'économie mondiale dans son ensemble. Et le dernier point, c'est quand même le changement de règles du jeu. Les États-Unis aujourd'hui, les messages principaux chaque semaine qui sont alimentés par les autorités américaines, c'est quoi? C'est leur velléité, leur volonté de changer les règles du jeu, notamment fiscales. Et ça, pour le coup, là aussi, les investisseurs... C'est incroyable. En tout cas, les investisseurs ne l'ont pas encore intégré. Ouais. Fiscalité des entreprises, avec une augmentation du taux d'imposition des entreprises, même si elle est moins forte que ce qui était initialement anticipé, ça pourrait en gros amputer de 5% les bénéfices des boîtes américaines, donc ce n'est pas anecdotique. Fiscalité aussi des plus riches. Et donc cette velléité, entre guillemets, de changer les règles du jeu fiscal pour faire un peu plus de redistribution, eh bien ça, je crois que ce n'est pas du tout encore intégré par les marchés financiers. Donc vous voyez des sources de volatilité sans pour autant tomber d'un excès de pessimisme, mais quand même des sources de volatilité parce qu'il y a plein de nouvelles qui ne sont pas encore intégrées ou bien intégrées par les investisseurs. D'accord. Alors, je fais un parallèle avec l'Europe. Oui. Est-ce que, selon toi, on doit s'attendre à une évolution de même nature sur les règles fiscales européennes, sur les entreprises et sur les particuliers, et en Europe et bien sûr en France, et je vais être encore plus direct, nous, on a aussi des clients qui sont entrepreneurs et qui nous interrogent beaucoup en nous demandant est-ce que c'est l'année où il faut se verser des dividendes importants? Alors, est-ce que c'est un danger de court terme? Oui, est-ce que c'est un danger de court terme? La réponse est non. Parce que, alors on peut le déplorer, mais l'Europe est toujours suiveuse des États-Unis. C'est-à-dire qu'elle n'est pas précurseur, et sur quasi aucun point. Donc en l'occurrence, les velléités américaines d'aujourd'hui ne vont pas se traduire tout de suite en Europe, et pas plus qu'en France. Donc on n'est pas inquiet sur cette année. Mais attention, il y a quand même une lame de fond. Il ne faut pas oublier en fait, que les écarts avant la crise sanitaire, déjà, au sein de la population, dans le tissu entrepreneurial, étaient déjà énormes. La crise a encore creusé ces écarts. On est à la veille en France d'une élection présidentielle en 2022. Il ne m'étonnerait pas que le sujet de la fiscalité finisse par arriver. Et donc, avec retard en Europe, mais ça va finir par arriver, le changement des règles du jeu fiscal vont survenir. Du coup, à la réponse à ta question très claire de est-ce qu'il faut verser des dividendes plus cette année que les années qui suivront, je vais dire, déjà, il faut en avoir la capacité, mais il est probable qu'en anticipation des changements des règles du jeu fiscal, ça soit plus opportun. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Stéphane. Et puis, écoutez,
souhaite un bon mois de mai et rendez-vous le mois prochain. À bientôt.